Donc bienvenue, bienvenue sur ce chat. Et voilà, donc nous sommes le 20 février. Cette date, pour vous, c'est peut-être pas grand-chose. Pour moi, c'est une date importante. Déjà, c'est le lancement de cette chaîne, donc forcément, c'est une date super, super importante. Qu'est-ce que tu veux, le chat? Oui, j'ai des chats, et mes chats, à chaque fois, ils passent, ils viennent m'embêter. Donc, c'est une date pour moi qui est importante parce que c'est le lancement de la chaîne, quelque chose que je rêvais de faire depuis un petit moment. Et aussi, mais le chat. Mais aussi, ça fait un an que j'ai fondé une plateforme de cours en ligne. Et du coup, bah, l'idée, c'était de fêter un petit peu tout ça, de fêter l'anniversaire de cette plateforme. Donc, on a commencé ce matin. Donc, ce matin, on a fait un géoguesseur culturel, on a découvert des monuments, on en a découvert, hein, littéralement. C'est-à-dire qu'il y en a, j'étais... Et grâce au chat, on a trouvé des choses super intéressantes. Cet après-midi, on a joué à Indiana Jones. Et là, pendant une petite heure, je pense on va visiter un petit peu peut-être pas plusieurs expositions virtuelles, mais l'idée, bah, c'est un petit peu de, voilà, cette chaîne, l'idée c'est de faire du gaming, mais aussi de la culture, parce que j'aime les jeux vidéo, mais j'aime la culture, je suis historienne de l'art, donc forcément, la culture, les musées, l'art, j'aime ça. Voilà, et j'espère que vous aimez ça. Et si c'est pas quelque chose où voilà, forcément vous avez beaucoup d'affinités, ben restez, essayez de voir un petit peu cet univers-là. Et si vous avez des questions, bah, posez toutes vos questions, surtout, n'hésitez pas. Et ah bah tiens, je remercie Elisabeth Labaronne qui a suivi cette chaîne. Merci, merci beaucoup. Donc si le contenu évidemment vous plaît, vous pouvez tout à fait follow cette chaîne et ou partager en plus la chaîne sur les réseaux sociaux, me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc vous avez là-haut mes principaux réseaux. Donc je vous invite évidemment, si ça vous plaît, à me suivre et à follow la chaîne. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette petite heure? Alors, l'idée, en fait, donc tout de suite, j'espère, parce que je vais changer d'écran, j'espère que la musique n'est pas trop forte. J'ai peur qu'elle soit un peu forte. Vous me dites hein, dans le chat, est-ce qu'elle est trop forte ou pas, la musique? Est-ce que vous l'entendez déjà? J'ai mis une petite musique en fond. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est... J'entends presque pas la musique. C'est discret. Oui, mais pas trop forte, c'est bon. Oui, et en fait, l'idée, c'est que ce soit un petit complément hein, auditif hein, pour qu'on puisse, qu'on soit un petit peu en mode chill. Voilà, donc on va rester comme ça. L'idée, effectivement, que ce soit le discret, mais un petit accompagnement dans nos pérégrinations artistiques. Alors c'est parfait. Bah, super alors. Et donc, j'avais envie voilà, de vous présenter quelques sites, enfin tous les jeudis matins. Donc là, parce que là c'est le lancement, donc j'en parle là. Mais tous les jeudis matins, l'idée c'est d'avoir un petit peu ce type de stream autour de la culture, un peu discussion. Je vous présenterai soit des sites internet culturels que je trouve très pratiques ou des expositions virtuelles, sachant qu'il y en a plein, il y a énormément, il y a une offre culturelle incroyable. Donc on va regarder ça un petit peu. Et moi l'idée c'est d'être un petit peu votre guide parce que la plupart des expos virtuelles sont assez intéressantes, mais quand on n'est pas, c'est comme quand on visite un musée hein, sans guide, parfois c'est un petit peu frustrant. Et du coup hier je me baladais un petit peu sur le site Google Arts and Culture et il y a deux trois choses quand même super intéressantes dans ce site-là. Donc déjà voilà, il y a celui-ci, donc on a les collections, on va regarder les collections, mais il y avait un petit jeu que j'avais trouvé super rigolo. Donc ça aussi hein, pour vous, ça peut être un outil super intéressant, super intéressant. Et voilà, et le truc que j'avais trouvé rigolo, c'est le Daily Challenge. Et en gros l'idée c'est de reconnaître les œuvres d'art. Hop. Alors, et donc l'idée... Ah, c'est rigolo. Ça me fait penser à Sera, là. Donc l'idée, eh bien, c'est de reconnaître... Alors, est-ce qu'on peut... Après, moi, je peux le laisser en... Je vais le mettre en français, voilà, au cas où pour le public qui n'est pas très à l'aise avec... Et donc là, par exemple, voilà, on a un indice. Il faut qu'on reconnaisse l'œuvre.
avec cet indice qui est indiqué en bas et l'œuvre. Direct, moi, ça me fait penser à Seurat. Donc, vous pensez pouvoir deviner la peinture au fur et à mesure que vous faites défiler. Pointillisme en tout cas, mais ouais, clairement pointillisme, hein. Donc, voilà, donc petite précision pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec ces courants-là. Donc, le pointillisme, c'est un courant qui vient à la fin du 19e, après l'impressionnisme. Et l'idée, en fait, c'est de créer, là vous avez le motif par exemple de ce petit chien. Et l'idée, en fait, c'est de recréer le motif du petit chien à l'aide de points de couleurs qui sont... L'idée, c'est de ne pas mélanger les couleurs sur la palette, c'est de les disposer point par point sur le tableau. Comme ça, lorsque vous avez suffisamment de recul, c'est votre œil qui s'occupe de faire le mélange. Ce n'est pas vraiment, enfin voilà, on n'est pas du tout dans du mélange de couleurs sur palette. Le mélange doit être rétinien. Enfin, c'est votre œil qui va faire lui-même naturellement ce mélange-là. Donc là, c'est clairement des courants qui sont très très proches des avancées technologiques. Enfin, c'est des artistes en fait qui sont passionnés par les avancées au niveau des sciences et donc tout ce qui était optique. Eh bien, ils ont voulu retranscrire tout ça dans l'art. Et Seurat est un des peintres pointillistes qui a vraiment mis en avant ce type d'art. Tout à fait, ouais, c'est complètement ça. Lorsque, voilà, quand vous êtes dans Paris, enfin en gros, dès que vous croisez une affiche, parfois quand vous vous approchez, il y a plein de petits points. Ben, c'est pareil, en fait, c'est pas forcément mélangé lorsque c'est imprimé, c'est votre œil avec la distance qui va faire le mélange. C'est complètement ça, tout à fait. Alors, vous pensez pouvoir deviner la peinture, au fur et à mesure que vous faites défiler, les dispositifs zooment vers l'arrière, révélant plus de détails, mais voyez si vous pouvez deviner avant la grande révélation. Ne vous inquiétez pas, ceci devrait être une promenade dans le parc. Et pour moi, c'est la promenade de la Grande Jatte de Seurat. Pour moi, c'est clairement ça. Voilà, ça me fait penser à ça. Ce chien ne semble pas vraiment être un indice, mais regardez attentivement comment il est peint. Voilà. Ces petits traits semblent très inhabituels et ne contiennent pas beaucoup de détails. C'est définitivement une œuvre d'art moderne. Donc, tout à fait. Ah, et bien voilà, regardez. Ah là, on est de plus en plus sur du Seurat, sur l'après-midi à la Grande Jatte. Donc cet homme a l'air très détendu avec sa pipe, peut-être trop détendu. Que cache-t-il? Bah, il est tranquille, il est posé, c'est tout, il se détend. Il est également peint avec ces mêmes points. Peut-être qu'un modèle commence à émerger. Secret, secret. Détente, bah oui, la détente. Et justement, cette œuvre de Seurat, ça représente tout un tas de personnes qui sont en train de se promener. Et donc de faire une petite balade dominicale, tranquille. Une femme sans visage, peut-être a-t-on l'impression que cet artiste est plus concerné par la technique que par ses sujets. Oh, comme une juge. Cela le réduit un peu, mais nous avons besoin de quelques indices supplémentaires. Ah, là on voit bien. Là on voit bien les petits points là. Vous voyez, vous avez du jaune, du bleu, et donc il n'y a pas de mélange. C'est vraiment des petits points sur la surface du tableau. Mon chat est fasciné par les effets de la souris et les effets du scrolling. Alors qu'est-ce que c'est ça? Oh mon Dieu, nous avons trop zoomé. Mais attendez, qui d'autre peindrait des points aussi précis? Le sou est tombé. Le sou est tombé. Nous avons épinglé l'auteur. Prenons du recul et voyons de quelle peinture il s'agit. Allez, moi, voilà. Pour moi, c'est l'après-midi à la Grande Jatte de Seurat. Allez. En tout cas, c'est du point... Et yay! Un dimanche après-midi sur l'île de la Grande Jatte, l'œuvre la plus célèbre du peintre pointilliste et post-impressionniste Seurat. Voilà, donc là on avait le petit détail du chien ici. On avait le monsieur qui fume tranquillou sa pipe là, qui est en pleine procrastination, tranquille. Et la femme sans visage, ça doit être loin. Ah oui, ça doit être vachement loin, parce que c'est elle. Je pense que c'est elle là. Voilà. Et c'est bien Seurat.
Donc tranquille, le petit challenge. Alors, est-ce qu'il y a d'autres œuvres comme ça? Donc la peinture représente les Parisiens en train de se détendre dans un parc sur une île de la Seine appelée la Grande Jatte. Ce rat montre, le chat, ce rat montre un échantillon de la société, des gendarmes aux messieurs en passant par les plaisanciers et les nounous. Ah oui, tout à fait, il y a des gendarmes là. J'ai jamais fait gaffe. Ah là là. Donc tout à fait, des gendarmes. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Au centre du tableau se trouve une jeune fille qui attire le regard, baignée de lumière et habillée de blanc. Sa nounou semble distraite alors qu'elle regarde droit vers le spectateur. C'est un petit détail. Ah là là, gros zoom. Ah, mon chat est vraiment fascinant. Là, je sais pas, c'est pas vous ne pouvez pas la voir, mais elle est devant l'écran. Ah, c'est incroyable. Vous voyez, on voit la surface de la toile. Ça, c'est une manière, c'est une facture particulière. Parce que vous avez des artistes qui vont faire des empattements très épais. Et là, ce rat, on est un petit peu dans de l'économie. En même temps, c'est une toile très grande. Et donc, qui dit toile très grande, dit beaucoup de pigments. Donc, ça peut coûter très cher. Donc, forcément, au-delà du style, on essaie d'économiser sur les matériaux. Hein, parce que ça coûte un petit peu cher, tout ça. Alors, en regardant plus près, vous pouvez vraiment voir la technique pointilliste de ce rat qui utilise beaucoup de très petits points de couleur complémentaires pour produire l'effet d'un soleil éblouissant. Donc, couleur complémentaire, donc effectivement, ce rat, quand il peint, donc il pose ses petits points, mais surtout, il ne pose pas des couleurs, enfin, il va poser certaines couleurs qui vont créer donc un effet visuel de loin, mais surtout parfois ce qu'il va faire, il va poser les couleurs complémentaires, donc c'est-à-dire que chaque couleur a une complémentaire, donc ce sont des forces qui vont s'équilibrer et qui vont même se mettre en avant. Par exemple, le jaune et le bleu sont des couleurs complémentaires, elles arrivent à se mettre en valeur l'une l'autre. Pareil, le rouge et le vert, ce qui ne peut pas être étonnant, mais c'est des couleurs qui fonctionnent très très bien ensemble. Voilà. Alors, pourquoi ne pas prendre un après-midi de repos et aller voir la Grande Jatte au Chicago Institute of Art? Il nous troll. Il nous troll, on n'a pas le droit de sortir. On ne peut plus rien faire, messieurs, dames, on ne peut plus rien faire. Ah là là. Terrible. Donc la Grande Jatte, ça c'est cool. On avait trouvé. Alors, est-ce qu'il y a... D'accord, donc là, c'était le défi du jour. Votre défi quotidien, jeu de devinette. Ah, voilà, donc effectivement, donc chaque jour, vous pouvez aller comme ça, jouer et vous défier par rapport à l'œuvre. Rouge et vert comme Noël. Mais oui, mais ça va super bien ensemble, en fait, ces couleurs-là. Ça va très très bien ensemble. Donc voilà pour la partie un peu jeu. Comme ça vous met un petit peu dans le bain. Et donc dans les collections, donc vous avez plusieurs sites qui recensent des expositions virtuelles. Et vous avez notamment le Google Arts and Culture qui en répertorie plusieurs. Donc on regarde un petit peu ça, donc en sachant qu'il y a d'autres sites qui le font. Ah, la Tour Eiffel. En plus, ce matin, dans GeoGuessr, on avait la Tour Eiffel. Donc je fais un petit tour vite sur la Tour Eiffel. Ah, c'est beau. Donc, justement, voilà, parce que comme on a vu ce matin la Tour Eiffel, on peut voir donc 4 histoires. L'exposition en ligne, la construction de la Tour Eiffel en 1900, la naissance de la Tour Eiffel, inauguration et premier visiteur de la Tour Eiffel. Et on va regarder la construction du coup, parce qu'il y aura des images, je pense, d'archives. Ah là là, c'est fou. C'était pas la tour de Pise. Non. 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 Ça suffit. C'était pas la tour de Pise. Ni le mur de Berlin. C'était la tour Eiffel. Alors. Oh là. Ah, donc là, on a les soubassements, mais c'est incroyable. Le chantier commence le 26 janvier 1887 avec le creusement des fondations qui seront réalisées en 4 mois.
4 mois. Donc c'est assez rapide, hein, fondation. Et c'est fou, hein, finalement, 2 ans. Parce qu'elle a été inaugurée en 1889, donc il a fallu que 2 ans pour construire la Tour Eiffel, c'est assez... franchement, c'est assez rapide. Hein. Donc j'imagine qu'ils avaient la pression, les ouvriers. Et Gustave Eiffel aussi, il devait avoir une grosse pression. Ah, avec un fameux fantôme ici. Vous avez pas mal de photos anciennes comme ça du 19e où comme le temps de pause est long, eh bien les gens qui restent, parfois c'est quelques minutes hein, quand même le temps de pause à cette époque-là. Donc évidemment il y a des personnes qui restent, ils restent 10 secondes et puis après ils partent. Et bien elles en fait elles n'ont pas le temps de bien être incrustées on va dire sur la photo et donc ça fait des effets un peu de fantôme. Donc eux par contre là on sent que ça fait une plombe qui regarde, ils regardent tranquille les gens travailler. Bon après ils sont en train justement d'analyser les fondations donc ça me paraît aussi logique. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Ah, c'est marrant, là, sur les poteaux, il y a marqué Gustave Eiffel. Il y a clairement marqué signé, quoi. Le montage des piles débute le 1er juillet 1887 pour s'achever 21 mois plus tard. C'est vraiment très rapide. Hein. Je trouve, c'est assez impressionnant à ce niveau-là. Hein. Tous les éléments sont préparés à l'usine de Levallois-Perret, à côté de Paris, siège de l'entreprise Eiffel. Donc pour ça qu'il y a le nom Eiffel. Et ça tient. Ouais, heureusement. En même temps, elle est très 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 stable, hein, cette tour Eiffel. Hein. Chacune des 18 000 pièces de la tour est dessinée et calculée avant d'être tracée au dixième de millimètre et assemblée par éléments de 5 mètres environ. D'accord. Donc en gros, le chiffre à retenir, c'est 18 000 pièces, quoi. C'est ça, en fait. Hein. C'est le chiffre impressionnant. Hop. Donc, évidemment, on a la suite là, des soubassements. Sur le site, entre 150 et 300 ouvriers encadrés par une équipe de vétérans des grands viaducs métalliques s'occupent du montage de ce gigantesque mécano. Parce que là, on est vraiment, effectivement, dans une période où on connaît hein, les constructions en métal, c'est pas les premières qu'on fait, c'est juste que au début, dans les années 1150-1160, donc le début en fait du Second Empire, tout ce qui est structure métallique pour la grande architecture, c'est plus quelque chose en soutien. Soit c'est quelque chose en soutien, soit c'est quelque chose qu'on va retrouver mais qui va être caché. Donc c'est pas toujours un matériau très, très accepté facilement, hein, le métal, en termes d'architecture. Mais au fur et à mesure, à partir des années 70-80, ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs. Hello bienvenue. Donc là, on fait une petite exposition virtuelle sur la Tour Eiffel. Donc on a effectivement donc, ce matériel qui n'est pas qui n'est pas considéré comme étant le plus esthétique qui soit, même si on a de plus en plus d'architecture au cours des années 1170-80, où là, on va avoir effectivement des structures clairement assumées en métal. Et là, notamment, vous avez, qu'il s'agisse de la Tour Eiffel, des grands bâtiments comme les grands magasins, ça commence à rentrer dans l'habitude hein, des gens de voir tout ça. Donc, mais c'est pour ça, malgré tout, il y a quand même une réception au début pas très chaleureuse de la Tour Eiffel. Hein. Donc là, une représentation des ouvriers travaillant. Donc, toutes les pièces métalliques de la tour sont fixées par des rivets, un mode de construction bien rodé à l'époque de la construction de la tour. Donc, voilà. Et aussi, il y a cet aspect-là. Donc l'architecture est très très souvent liée à l'ingénierie. Hein. Donc là, encore plus Gustave Eiffel. Enfin, Gustave Eiffel il est plutôt ingénieur de formation. Les assemblages sont d'abord réalisés sur place par des boulons provisoires, remplacés au fur et à mesure par des rivets posés à chaud. Bah ouais, ça doit mieux coller. Enfin, quand ils se refroidissent, voilà. En se refroidissant, ils se contractent, ce qui assure le serrage des pièces les unes avec les autres. Oui, parce que avec la chaleur, ça se détend et quand ça refroidit, voilà, ça resserre. Donc il faut y aller au fur et à mesure, effectivement, parce que sinon, il faut le temps de chauffer la pièce et tout. Hein. Ah, c'est intéressant.
Il faut une équipe de 4 hommes pour poser un rivet. Il faut être 4 pour un rivet. Bah, c'est pour ça qu'ils sont 4 là. Un pour le chauffer, un pour le tenir en place, un autre pour former la tête, un dernier pour achever l'écrasement à coups de masse. Ah ouais. Un tiers seulement des 2 500 000 rivets que comprend la tour ont été directement posés sur le site. C'est fou ça. Un tiers, le reste était fait dans les ateliers. Waouh. Ah, moi je trouve ça vraiment impressionnant. Donc la tour est montée à l'aide d'échafaudages en bois, donc on les voit ici. Hop hop. Oh, la sécurité au travail. Je me demande combien d'ouvriers sont... Voilà, attention, je dis pas qu'ils étaient maladroits, je dis juste que ça devait aller quand même, l'accident, il devait y en avoir pas mal. Hein. Photographie prise en janvier 1888. Donc là, un autre. Montage du premier étage est réalisé à l'aide de 12 échafaudages provisoires en bois de 30 mètres de hauteur, puis de 4 grands échafaudages de 45 mètres. Tu m'étonnes. Ouais. Ah là, on avance, ça monte. Elle monte la tour, là. Hein. Ça se monte progressivement. On est en juin 88. Là, la pression, elle monte, là. Vite, 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 vite. Il faut que ce soit prêt pour l'Expo universelle de 1889. Et rien que là, en... Pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. En 2 mois, mais ils bossent vite, hein. Donc, décembre. Ils continuent avec leur petit... Surtout qu'il faut 4 mecs pour un rivet. Voilà. C'est assez impressionnant. Alors, le journaliste Goudot, visitant le chantier au début 89, en décrit ainsi le spectacle. Une épaisse fumée de goudron et de houille prenait à la gorge, tandis qu'un bruit de ferraille rugissant sous le marteau nous assourdissait. On boulonnait. Oh ah ouais, mais les odeurs du truc, quoi. Ah ouais, c'est vrai que ça devait être impressionnant, l'odeur de métal et de houille. Waouh, ça devait être quelque chose, hein. Entre ça et là, déjà que les Parisiens s'étaient tapés les travaux d'Haussmann et hop, 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 on enchaîne avec ça. 4 bons hommes pour un malheureux rivet. Ah ouais. C'est le rivet de la gloire. C'est le rivet qui fait tout. Surtout qu'il y en avait 2 millions de rivets, quoi. 2 millions de rivets, 2 500 000, et c'est énorme. Encore par là, des ouvriers perchés sur une assise de quelques centimètres frappaient à tour de rôle leurs massieux en fer sur les boulons. En réalité, les rivets. On eût dit des forgerons tranquillement occupés à rythmer des mesures sur une enclume, dans quelques forges de village seulement. Oh, et leurs oreilles! Oh là là, j'imagine même pas le nombre de personnes qui ont dû devenir sourdes à la fin de ce chantier. Toujours des gens qui tapent les rivets. Ah là là. Bonjour, oui, et puis vu la taille des rivets, c'est pas étonnant. Bah ouais, c'est impressionnant quand même, hein. Ceux-ci ne tapaient point de haut en bas, verticalement, mais horizontalement, et comme à chaque coup des étincelles partaient en gerbes, ces hommes noirs, grandis, par la perspective du plein ciel, avaient l'air de faucher des éclairs dans les nuées. Oh, est-ce que ça devait créer des... Oh là là. Impressionnant. Impressionnant. Mais elle est finie, là. Il n'a fallu que 2 ans, 2 mois et 5 jours pour construire la tour Eiffel. Commencé en janvier 1887, le chantier s'achève le 31 mars 1889. Impressionnant. Enfin, c'est pour le coup, c'est vraiment impressionnant. Oui, le chat. Vraiment. C'est une vitesse record si l'on... Mais le chat, montre pas tes fesses au micro. C'est une vitesse record si on songe aux moyens rudimentaires de l'époque. Le montage de la tour est une merveille de précision, comme s'accordent à le reconnaître tous les chroniqueurs de l'époque. Ouais, il y avait quand même une embrouille, hein. Il y avait quand même des polémiques. Hein. Après, par contre, effectivement, c'est une prouesse. C'est une prouesse technique, hein, mais c'était pas le truc super bien reçu. Hein. Et donc là, vous apercevez justement... donc là, tout ça, c'était mis en place pour l'exposition universelle de 1889. Hein, donc la statue, les jardins, là, les jolies tentes, les petits villages derrière. Donc
Vous aviez, donc là, ça doit être le pavillon russe, là. Ah, peut-être indien. Ah, ouais, j'ai un doute. Donc, donc chaque exposition universelle de l'époque, on avait des pavillons qui étaient créés pour montrer chaque culture, en fait, de représenter. Donc, il y avait soit il y avait en général une sorte d'échantillon de bâtiments officiels et aussi des petites maisons. Donc, l'idée étant de montrer à la fois ce qui se passait dans les villes et aussi ce qui se passait du côté rural. Donc, ce qui permettait un petit peu de voir les petites fermes, comment on vivait dans ces pays-là. Alors, donc là c'est juste... hop. Gustave Eiffel est décoré de la Légion d'honneur sur l'étroite plateforme du sommet. Oh ah, ça devait être drôle l'ambiance là-haut. Ah là là, vous imaginez, allez, je vous décore, Légion d'honneur, donc il n'y a pas beaucoup d'invités. Hein. Petit coup de vent. Et je crois qu'effectivement, alors l'appartement, je crois qu'il est là-haut, hein, son appartement. Quelle horreur, bah ouais, t'en t'imites, toi, Allez, on fait ça rapido, hein, parce que... Qu'est-ce que t'imagines? Après, faut redescendre et tout. Et puis même, ouais, c'est un peu dangereux, je trouve. C'est une belle photo, ça. Je meurs direct d'une crise cardiaque. Ouais, c'est vrai que c'est haut, hein. C'est un petit peu haut. Par contre, je suis admirative. L'autre troisième étage de l'appartement, ok. Je suis admirative des gens qui ont des chapeaux, là. Parce que franchement, là, avec un coup de vent, bon, après, c'est accroché avec des épingles, etc. hein, mais quand même, voilà. Hein et on ne sort pas sans son chapeau à l'époque. Il y en a juste un qui a compris, là. Il s'est dit, oh là là, je m'approche pas trop près. Je retire mon chapeau avant. Donc là, les premiers visiteurs de la Tour Eiffel, c'est fou. C'est vrai que ça devait être impressionnant pour eux de voir tout Paris comme ça. Chapeau fixé avec le reste des rivets. C'est ça. Paf. Allez, il faut 4 bons hommes pour mettre le chapeau, là, madame. Tout à fait. Alors, hop. Ok, donc ça, c'est la fin de la petite expo sur la Tour Eiffel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le musée d'Orsay. Il me manque ce musée. Ah là là. C'est quoi le musée qui vous manque le plus, là? Et si là, tout était rouvert en termes de musée, vous iriez visiter lequel en priorité? Cluny, ouais, c'est vrai qu'il est chouette, Cluny. En plus, il est sympa, là, le nouveau dispositif. Hein. Il y a moins d'œuvres, mais franchement, il est sympa comme tout. Guimet. Oh, ouais, c'est vrai, Guimet. Oh là là, il est magnifique, ce musée. C'est un super, super musée. Après, moi, ce qui me manque pas mal, c'est... je pense, c'est le musée d'Orsay. J'aime bien le Louvre aussi. Hein. Enfin, vite fait, j'aime le Louvre. C'est juste que le musée d'Orsay, pour moi, il y a un truc en plus. Il y a une affinité. Bon, déjà parce que j'ai étudié surtout l'art contemporain. Donc aussi Elisabeth la Baronne, Orsay. Il y a cette affinité que j'ai plus avec le musée d'Orsay, même si je pense que j'ai passé beaucoup plus de temps dans le Louvre, en point niveau heure, horaire. Mais Orsay, il y a ce... Je sais pas, il y a ce petit quelque chose en plus de l'art contemporain, évidemment, que j'adore. Alors, de la gare au musée d'Orsay rénové. Ah, c'est chouette ça. Parce que effectivement, le musée d'Orsay, avant, c'était une gare. C'était une gare et Et puis cette gare est trop belle. Mais oui, elle est magnifique. Enfin, quand vous êtes à l'intérieur, mais c'est... En fait, il y a vraiment cette impression de voyage. On a l'impression qu'on va partir.
Mais du coup, ce voyage, c'est ce qu'ils ont voulu faire, hein. Ils ont voulu garder cet aspect-là, mais aussi ce côté très symbolique un peu du voyage culturel. Mais c'est vrai que c'est une histoire intéressante de la gare au musée d'Orsay parce que, donc, effectivement, au début, c'est une gare. Et à un moment donné, donc, la gare a été désaffectée. Enfin, on a privilégié d'autres gares et à un moment donné, c'est resté en une sorte de. Enfin, il y avait des voitures à l'intérieur. Enfin, c'est pas un parking, hein, c'était pas ça le bail, mais il y avait vraiment. On n'était pas dans l'exploitation de la gare. Et donc, il y a eu après le projet de le transformer en musée. Et j'ai eu la chance d'avoir des profs qui ont contribué finalement à l'ouverture du musée d'Orsay. J'ai eu quelques professeurs en histoire de l'art contemporain, hein, donc c'était elles, hein, qui ont été mandatées. Enfin, c'était toute une équipe de scientifiques dans les années 80. C'est ça, je crois que c'est les années 80, hein, qui peut-être même avant. Enfin, mais en tout cas, le projet, il était en marche, enfin, il était en travail depuis un certain moment, mais vraiment le fait de vraiment se développer, c'était ça. Et j'ai eu quelques profs, ouais, donc, notamment Claire Barbillon. Donc elles ont contribué au conseil scientifique du projet. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne cette petite? Ah là là là, quelle est belle! Là, c'est Expo Universelle, ça. C'est laquelle? Bah, c'est minimum 1889, hein. Peut-être 1900. Parce que 1900 a été super. Enfin, déjà, celle de 1889, elle était très très riche. Mais 1900, elle a pris vraiment de la place. C'était assez fou. Ah bah là. En 1900, Paris accueille l'exposition universelle pour la 5e fois de son histoire. Donc effectivement, on est en 1900, l'exposition universelle de 1900. Là, à ce moment-là, c'est vrai qu'on avait tout un tas de bâtiments. Donc évidemment des bâtiments éphémères, hein. Donc la plupart de ces bâtiments ont été perdus. Qu'est-ce que tu veux, le chat? La plupart de ces bâtiments ont disparu, donc sauf certains comme la Tour Eiffel, hein. Mais là, tous les aimants là, bah, on les a plus. C'est incroyable. Bah oui, c'est merveilleux. J'adore ces vieilles photos. Et en plus, oui, le chat. Et en plus, on a là, je sais pas si on avait la pile, mais en tout cas, vous aviez à ce moment-là plein de plein de tapis roulants, ce qui permettait aux gens en fait de se déplacer facilement d'un endroit à un autre, parce que en général, donc évidemment, il y avait beaucoup de personnes qui venaient, donc on compte en millions de visiteurs au fur et à mesure. Et donc pour faciliter parfois le trafic, eh ben, on avait mis en place pour 1900 des des tapis roulants, voilà, comme dans les halles. Sauf que c'était beaucoup plus lent, en fait. Enfin, quoique ceux des halles sont pas forcément plus rapides, des tapis roulants. Donc là, c'est incroyable. Enfin, je trouve que c'est fou de voir tous ces bâtiments-là. Alors, gare du Quai d'Orsay, coupe transversale. Alors, l'architecte, ah oui, c'est Laloux, voilà, Victor Laloux, est chargé de concevoir une nouvelle gare ferroviaire dotée d'un hôtel de luxe sur la rive gauche de la Seine. Et oui, il y avait pas mal de réceptions, en fait. Et c'est pour ça qu'on a gardé il y a une magnifique salle dans le musée d'Orsay, ce qui fait salon de réception. Et donc, il y avait un lien avec l'hôtel de luxe. Donc là, on voit, donc c'est une coupe transversale. Donc c'est un plan d'architecture, hein, un peu plus classique, donc déjà très très détaillé. Okay. Ah, voilà. Ah bah l'hôtel, il est là. Hop, hop, hop. Ah, il est là. Ouais. Et l'un de ces... on a plusieurs pièces qui ont été gardées pour certaines collections, et il y a notamment là la salle, une très très belle salle de réception. La compagnie des chemins de fer d'Orléans avait acquis des terrains où se dressaient les ruines de l'ancienne cour des comptes, incendiée lors de la commune de 1171. Ah, reviens là. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui n'a pas brûlé en 1171 Donc 1171, petit rappel,
historique. Donc on est à la fin, enfin on est au sortir de la guerre franco-prusse, guerre que la France a perdue. Et le traité de paix a été extrêmement dur pour les Français. Ça a été très dur aussi pour les Parisiens parce qu'ils ont été assiégés, affamés. Enfin, il faut imaginer que le siège a duré un peu, enfin vraiment suffisamment longtemps, ce qui a provoqué notamment évidemment des révoltes et surtout les personnes étaient affamées. Et à la fin, donc on est enfin vraiment à la fin de cette guerre, on a une guerre civile qui se déclenche et, pour toutes ces raisons-là. Donc entre les communards, donc les communards étant majoritairement constitués du peuple opposé en fait aux Versaillais. Donc en sachant que en fait une partie du gouvernement était partie justement, c'est pas se réfugier, mais en gros le siège du pouvoir a été déplacé un temps à Versailles et c'est là où on a d'ailleurs signé le traité de paix. Donc c'était fait exprès, hein, c'était une humiliation de la part de Bismarck. On a signé vraiment dans la Galerie des Glaces, ce qui incarnait vraiment le pouvoir français par excellence, avec Louis XIV derrière. Donc il y avait vraiment cette aura du roi Soleil qui était là, avec cette prestance incroyable. Et donc l'idée étant de couper dans cette aura très positive des Français. Donc on signe le traité de paix qui est extrêmement dur pour les Français dans la Galerie des Glaces. Ce qui était franchement très très dur à vivre. Ça fait penser aussi du Bonheur des Arts, cet hôtel. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et bon, évidemment, les personnes qui ne connaissent pas le site du Bonheur des Arts, il faudra aller voir ça, parce que c'est un site qui reprend un peu beaucoup, l'architecture des grands magasins d'un point de vue esthétique, et réalisé par le merveilleux Johan Propin, un illustrateur basé à Paris qui fait des dessins mais incroyables, un peu dans le style Sampé. Et que voilà, je trouve complètement... Enfin, son travail est juste hallucinant, il est merveilleux. Alors, donc la commune, voilà. Donc la commune, c'est une guerre civile qui dure que finalement quelques semaines, en fait. Hein. Ça dure pas, peut-être 2 mois. Je crois que ça dure 2 mois. Quelque chose comme mars, avril, mai, je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est une période d'insurrection civile. Et évidemment, il y a des pertes des deux côtés, malheureusement. Et ça finit, on va dire qu'une sorte de paix est signée entre... Enfin, bon, c'est une insurrection civile, donc il n'y a pas vraiment de traité de paix. Mais en tout cas, beaucoup de choses se sont passées à ce moment-là. Donc lors de la commune de 1871, on a notamment beaucoup de bâtiments qui ont brûlé, le feu, la plupart du temps, ce sont les communards hein, qui ont mis le feu à ces bâtiments. Donc notamment le château des Tuileries qu'on a complètement perdu. On a perdu une partie aussi des archives qui étaient à l'époque, je crois, à l'hôtel de ville dans le 1er arrondissement. Donc tout n'a pas brûlé, mais une partie avait brûlé, donc on a perdu une partie des archives. Et là, visiblement, la Cour des comptes a brûlé. Donc évidemment, c'est le symbole. Hein. Ils sont attaqués au symbole de la ville. Talentueux Johan, mais oui, Johan, il est incroyable. Hop. Des équipes de 300 ouvriers de jour et 80 de nuit se relaient pour mener à bien la prolongation des voies depuis la gare d'Austerlitz et la construction de bâtiments. Bah oui, parce qu'il y a le bâtiment, il y a la gare, mais il faut raccorder. Il faut raccorder tout ça. Et donc là, 300... Puis c'est bien qu'ils prennent en photo les ouvriers. Enfin, j'aime bien ce genre de photos parce qu'au final, il faut imaginer que toute cette période, fin 19e, jusque... vraiment la démocratisation de la photographie, il faut imaginer que ces personnes, c'est la première fois en fait, et peut-être la seule fois où elles seront prises en photo. Donc forcément, soit ils ne sont pas toujours très à l'aise devant la caméra, soit au contraire, il y a cette forme de pose classe, quoi. Donc je trouve ça toujours très émouvant de voir ces photos. Donc bon, lui, heureusement, il n'a pas beaucoup bougé. Lui, il a un petit peu bougé, hein. Hop. Ah voilà, là c'est ce que je vous expliquais plus tôt par rapport à la tour Eiffel. Là on utilise donc du métal
Et on va un petit peu cacher tout ça avec de la pierre. Parce que on préfère quand même conserver de la pierre. Il y a ce côté quand même... dans l'imaginaire collectif, ça correspond plus à une gare, hein, on veut de la belle pierre. Donc, mais par contre, la structure, c'est du métal, ça résiste super bien. Les échafaudages, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, donc afin de respecter l'harmonie architecturale imposée par la... Bah oui, en plus, imposée par la proximité du Louvre et des Tuileries, la structure métallique de la gare est entièrement dissimulée derrière une enveloppe de pierre calcaire. Bah ouais, bah oui, enfin... Voilà, enfin déjà... ça aurait effectivement gêné un petit peu tout le monde d'avoir en face du Louvre. Déjà qu'on a perdu le château des Tuileries, qui raccordait le Louvre. Enfin, en gros, avant le Louvre, enfin le château des Tuileries, c'était le château qui fermait. Parce que vous voyez, aujourd'hui le Louvre, ça fait un U. Et bien en fait, on avait un château qui fermait et ça faisait avant un rectangle. Donc on a perdu cette partie-là. Et donc voilà. Donc l'idée étant déjà qu'ils avaient perdu ce château-là, donc l'idée étant aussi de ne pas casser l'image, on va dire, voilà, pour ne pas nuire à l'image de marque parisienne, on va dire comme ça, voilà, de ne pas nuire à ce style classique de Paris, enfin surtout de ce coin-là. Donc là, elle est finie. Les travaux commencés au printemps 1898 sont rapidement menés. La gare d'Orsay et son hôtel sont inaugurés le 14 juillet 1900. Bah tout à fait, c'est comme... en fait, ils allaient vite, hein, les gars. Hein. Dis donc, entre la Tour Eiffel et ça, 2 ans. Franchement, je suis admirative. C'est... Comme quoi, c'est pas c'est pas tout à fait... c'est pas impossible. Hein. Hop, avec l'hôtel de Salm ici. Cet hôtel qui est en fait un ancien hôtel particulier. Donc une demeure prestigieuse pour une famille... soit une grande famille type haute bourgeoisie d'affaires ou aristocratie, enfin peu importe, mais en tout cas c'était un hôtel qui abrite désormais normalement, si je ne me trompe pas, parce qu'on a le musée de la Légion d'honneur et de Jeanne de la Croix qui est juste à côté, je me demande si j'en fais pas partie. Ouais, c'est ça. Et alors je crois que c'est ça. Enfin pour moi c'est... soit il fait partie du musée, tout à fait. Et un musée, je dois avouer que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait ce petit musée c'est le musée de la Légion d'honneur, je crois. Je crois que c'est ça le titre exact. Hein. C'est musée. J'avoue, je ne l'ai jamais fait. Et à chaque fois, je me dis, tiens, il faudrait que je fasse un de ces quatre parce que... Enfin... Pourquoi pas? Le truc, genre, j'ai une heure à perdre, donc je n'ai jamais une heure à perdre. Mais un jour, il faudrait que je me dise, bah tiens, allez, on teste, on va faire ce musée de la Légion d'honneur. Franchement, je vais le faire, un de ces quatre. Waouh! Ah là là, c'est beau. Donc pour le peintre Édouard de Taille, la gare est superbe et a l'air d'un palais des beaux-arts. L'ambition de Victor Laloux était d'ailleurs d'offrir des espaces plus confortables et plus luxueux que dans une gare traditionnelle. Mais en même temps, Laloux, il est très classique. Hein. Donc là, pour moi, ça me fait penser en fait à la bibliothèque... Ah, alors, ça me fait penser à 2 bibliothèques. Donc déjà, vous avez une partie de la BNF qui est qui est à l'INHA. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne suis jamais allée dans cette salle parce que quand j'avais accès, j'étais merci, la salle Labrousse, tout à fait. Donc, c'est des styles qui se ressemblent, hein, qui s'appellent. Donc, ça fait penser à ce style-là. Et ça me fait aussi penser un petit peu à la bibliothèque qui est juste à côté du Panthéon. C'est Sainte-Barbe? Non, comment ça s'appelle? Je perds mes références là. Mais si, c'est la bibliothèque. C'est une bibliothèque où en gros on peut y aller jusqu'à 21... Sainte-Geneviève, merci. Hey, bonjour Clément. Clémente nous soit la pluie, merci. Clémente soit sous la pluie, je vais y arriver. Clément nous soit sur la pluie, aime la culture, merci de follow la chaîne. Donc pour les personnes, vous pouvez tout à fait follow la chaîne si le contenu vous plaît, évidemment.
Donc Sainte-Geneviève, effectivement, ça fait penser à Sainte-Geneviève. Donc on retrouve un petit peu voilà, cette élévation, cette hauteur et surtout bah, ce type de coupole. Hein. Ça, la salle La Brouste, on a complètement ce type d'aménagement. Oh, ah, c'est incroyable. Ah, dire que maintenant c'est un musée, c'est trop drôle. Là, c'est la boutique. La boutique du musée. Il y a du tabac. Pas acheter du tabac. Ah, c'est marrant, c'est-à-dire que ce signe-là, du tabac, c'est-à-dire que c'est un signe qui existait déjà? Parce qu'on a souvent ce signe-là avec les vendeurs de tabac. Enfin, je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose. Alors, on a les gens qui attendent tranquillement leur train. Ah, c'est génial. Bon, un petit chat qui passe. Ticket d'entrée pour les quais de départ. Grande ligne, Sud-Express, Bordeaux, Madrid, Lisbonne. Ah, c'est trop cool. Oh, ah, des fois, on aimerait qu'il y ait une machine à remonter le temps hein, pour voir tout ça de vrai. Bon, évidemment, je suis une très grande... Enfin, j'ai grandi hein, avec Retour vers le futur. Je suis une très grande fan de ces films-là. Billets spéciaux, renseignements. Ouais, c'est super chouette. Alors, c'est grâce à la locomotion électrique des trains desservant la gare et donc à l'absence d'émanation de vapeur et de fumée que l'architecte a pu... Ah bah oui, d'accord. Que l'architecte a pu imaginer une verrière entièrement fermée pour accueillir des voyageurs et s'accorder plus de liberté dans la décoration. Mais complètement, parce qu'effectivement, vous avez les tableaux de Monet où on a la gare Saint-Lazare qui est représentée. C'est plein de fumée. Et là, effectivement, donc c'est du train électrique, donc il n'y a rien. C'est vrai, ils pouvaient se permettre de... On pouvait les rester fermés, c'était nickel, quoi. Et puis du coup, les gens, bah, ils ne sont pas intoxiqués. Tant qu'à faire, ah, c'est super. Du coup, effectivement, on comprend pourquoi ils ont misé à ce point sur le décor. C'est parce qu'il n'y avait pas de problème de fumée. D'accord. Ouais, c'est rigolo comme forme de... C'est marrant, je sais pas pourquoi ça me fait penser au quai anglais. Enfin, qu'on arrive à Saint-Pancras, je sais pas pourquoi. Elles sont marrantes leurs locomotives là. Alors, il s'agit de la première gare moderne conçue pour la traction électrique. En raison de leur forme, les motrices électriques étaient surnommées les boîtes à sel. Ah, c'est rigolo, bah oui ça. Là. En fait, les boîtes à sel, c'était, bah, voilà, là c'est clairement des petites boîtes qu'on ouvrait, un petit clapet, touc touc touc, et puis on mettait le sel dedans. Sous-chef de gare, salon de renseignement, salle d'attente. Ah mais c'est vraiment une gare classe. Hein. Les usagers de la gare d'Orsay bénéficiaient en outre des toutes dernières innovations techniques. Plans inclinés et monte-charge pour les bagages, ascenseurs. Ah là là, mais c'est le grand luxe, ouais. Et en même temps, il y a un hôtel de luxe à côté, donc c'est pas anodin du tout. Donc en sachant que là, on a une période... donc là on est fin 19e, donc en sachant que le chemin de fer s'est déjà bien développé, il commence à bien se développer au cours des années 1840, donc on a vraiment une plus juste répartition comment dire, des lignes, on peut aller de plus en plus vers d'autres villes, et c'est lié avec le développement du tourisme, le développement, le tourisme qu'il s'agisse d'aller... dans le sud ou d'aller dans les différentes stations balnéaires, les casinos. Enfin, ça correspond tout à fait à cette époque où on adore. En fait, on se déplace en bateau et en train. En fait, hein. C'est le truc, c'est beaucoup plus confortable que les voitures type carrosse, quoi. Ah là, on sort du 19e. Malgré sa modernité, la gare d'Orsay est rapidement dépassée par l'évolution du chemin de fer. Ouais. La longueur de ses quais n'est pas adaptée aux nouveaux convois. Bah ça, c'est tous les trains de province, ça. Voilà. Ah bah oui, vu le style, on est plus années 70, là, je pense. Hein. Peut-être 60. Entre 60 et 70, hein, je dirais. Donc, dès 1939, son activité est limitée aux trains de banlieue. Donc en sachant qu'on gare d'Orsay, on pouvait notamment aller à Orléans, de mémoire, et d'autres destinations. Donc on a vu à un moment donné, ça paraît de Bordeaux et compagnie. Mais là, du coup, à partir de 39, on reste sur du train de province, hein, au final. Oula,
C'est une photo pas très glamour. Alors, apparemment, le symbole du tabac, le genre de carte, trouverait ses origines au 16e, rendu obligatoire chez les buralistes en 1906 en France. Ah, c'est marrant! Ah, c'est rigolo cette forme, ouais, du coup. Ah, du coup, ouais, c'était vraiment un point de, on va dire, pas de ralliement, mais en gros, on dit bien, ça, c'est pour le tabac. Donc, bah, j'imagine aussi pour les gens qui savent pas lire, en fait, hein. Mais ils savent qu'ils peuvent acheter du tabac à cet endroit-là. Et aussi, bah, pour des raisons, on va dire, plus logistiques, administratives. Donc, comme ça, on repère tout de suite les lieux, c'est plus simple. À vérifier, hein, je suis pas spécialiste. Oh bah moi non plus. Mais je suis pas spécialiste du tabac du tout. D'accord, mais en tout cas, c'est intéressant. Ok. Alors, notre petite gare. Ouah, tous les micros. Ah, il a l'air passionné, lui, là. Ah là, il est à fond. Lui, il est sur autre chose complètement. Bravo, bravo. Alors, la gare, elle sera néanmoins le témoin d'événements des plus divers, centre d'accueil des prisonniers et des déportés en 1945, lieu choisi par De Gaulle pour annoncer son retour politique en... Ouah, je savais pas ça. Pour annoncer son retour en politique en 1958, décor de cinéma pour Orson Welles et Bernardo Bertolucci dans les années 1960. Ah, je savais pas qu'il avait fait son retour en politique là. C'est marrant ça. En termes de symbolique, c'est intéressant. Bah, sûrement dans les espaces luxe en fait. Ah voilà, je me souviens de cette photo. Là oui, je vous dis, il y a des voitures, c'est pas un parking, mais effectivement, moi j'ai souvenir de cette photo où c'était vide, il n'y avait plus rien. Et c'est là où on se dit c'est fou. Entre aujourd'hui et là, c'est juste incroyable. Enfin, cet intérieur, donc là, oui, ça c'est vu les voitures, c'est les années 70. Hein. Des DS, oui. Il y a même une dodoche. Il y a Choupette. Et il y en a une autre là. Mais que faire de cette coquille vide? Parce que, du coup, je pense qu'il y a encore l'hôtel luxueux qui est ouvert. Alors, il est envisagé de construire à la place de la gare des bureaux pour la caisse des dépôts ou encore un centre administratif d'Air France. Ah, c'est drôle ça. Les idées se bousculent pour débarrasser le paysage de cette architecture indésirable. Mais non, on t'aime, Gare d'Orsay. Il y a la date de la photo en bas à gauche. Ah ouais. 74-80, effectivement. Oui, tout à fait. Hop. Oh là. Oh. Ah non. C'est un projet, c'est horrible. Ah là là. L'idée d'un hôtel international l'emporte finalement en raison du prestige de l'emplacement. Le modernisme triomphant des 30 Glorieux semble s'imposer. Le mot d'ordre est alors de construire plutôt que de reconstruire. C'est pas beau. Ils sont pas sûrs. Maintenant, ils sont pas sûrs. Donc là, on est en... Alors, projet Guillaume Gillet, 61. Dégueulasse, ce truc. Ouais, non, j'avoue, c'est pas beau. Franchement, c'est pas ragoûtant. Attends, vous imaginez si on a réussi ça à la place? Ah, c'est trop... C'est horrible. Trop moche, mais oui. C'est monstrueux. Ah là là. Non, franchement, c'était pas autorisé de faire un truc aussi moche. Surtout que les gars, ils s'étaient cassé la tête lors de la construction parce qu'il y avait le Louvre à côté, ils voulaient pas casser le paysage et il nous sort une sorte d'HLM bizarre. Ah, c'est horrible. Ah, c'est pas beau du tout. Ah, heureusement qu'ils l'ont pas fait. Même l'ex-URSS faisait... Non, si, il y a un style, hein, il y a un style... Ouais, là, mais là, non, on dirait un vieux carton de polystyrène bizarre, c'est... Non, mais heureusement qu'ils ne sont pas écoutés. Alors que l'autorisation de démolir a été délivrée, un coup de théâtre intervient, bah merci. Il y a un Deus Ex Machina, l'ami du bon goût est venu. En 71, le ministère de l'Équipement du Logement refuse le permis de construire, merci. Déclarant que le projet s'intègre mal dans le site par sa masse et sa hauteur. Merci. Merci, ministère de l'Équipement et du Logement, d'avoir sauvé. Ah là là, heureusement qu'il y a quelqu'un qui a vu du goût là-dedans, parce qu'ils sont dit, non mais c'est pas possible. Et mais c'est quand même dingue, c'est de dire que
ça, ce projet-là, il date de 61. Ça a mis 10 ans. Entre les gars qui construisent en 2 ans la Tour Eiffel et la gare d'Orsay, là, on se retrouve à 10 ans. On approche de, on approche de l'époque actuelle où ça met 20 ans pour faire un chantier. Ah là là. Ah, qu'est-ce qu'il nous a fait, Valérie? Oui, c'est bien Valérie, voilà. Entre mai 68 et le premier choc pétrolier, les sensibilités et les politiques architecturales avaient évolué. Les débats soulevés par la destruction des Halles et l'accueil mitigé à la nouvelle gare Montparnasse rendent tout projet plus délicat. Ouais, ouais, non mais les Halles, ça a été le cauchemar. Oh, il y a des gens... Ah, c'est marrant. Ah oui, non, c'est parce que c'est haut, d'accord. Pardon, je cache du coup un petit peu. Donc la gare et son hôtel, fermé en 73, demeurent en place. Ouais, ouais, effectivement, les Halles, c'était une polémique, hein. Enfin, ça a toujours été une polémique, la construction des Halles, hein. Ça a été, voilà. Donc il y aura peut-être une exposition virtuelle autour de ça que je ferai une autre fois. Alors, la transformation en musée est imaginée dès le début des années 70. Le bâtiment est inscrit en urgence à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 73 et définitivement classé en 78, l'année même où est organisé le concours d'architecture. Waouh! Sauvée, la gare connaît dans les années 70 ses premières reconversions culturelles. Oui, il y avait un... Ouais, je me souviens, quelqu'un qui m'avait raconté ça. Qu'il y avait effectivement l'hôtel des vents de Rouault. Ah, je pensais qu'on pouvait... On ne peut pas zoomer. Donc, chapiteau de la compagnie... Oui, il y avait aussi du théâtre. Enfin, j'avais le souvenir d'un cirque. Mais il y avait aussi des compagnies théâtrales. Il y avait des ventes de Rouault dans la gare. Enfin, voilà. Léa est très intéressant aussi d'un point de vue réappropriation collective de l'espace culturel public. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Non, mais Léa, c'est un sujet super intéressant à ce niveau-là. Ça dit beaucoup de l'histoire de Paris et la réception des Parisiens de tout ça, et politiquement parlant aussi. Ainsi que le chapiteau de la compagnie théâtrale Renaud Barrault. Voilà. Ah, le musée. Là, ça se transforme en musée, on le sent là. À l'issue du concours, la transformation en musée est confiée à 3 jeunes architectes du cabinet ACT Architecture. Voilà, on sent déjà... Bon, ça a un petit peu changé, hein, parce que là, récemment, ils ont fait un petit raménagement des collections. Mais on voit déjà qu'ils pensent enfin, voilà, on a le positionnement. Ah, et ils pensaient à mettre là, au milieu, ces sortes de petits machins, là, les petits ponts. Ouais, c'est... un peu flippant. Alors... Oui. Ah, ça par contre, ça change pas trop, hein. La grosse partie impressionniste, on délègue une grosse partie sur ça. Une seconde consultation en 180 désigne la célèbre décoratrice italienne Gae Olenti pour l'aménagement intérieur. C'était qui imagine les 2 tours qui ferment l'allée centrale, une architecture forte capable de s'imposer dans l'immense volume de la nef. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'elles sont assez discrètes. Enfin, discrètes. Ça casse pas l'effet général, hein. C'est ça qui est assez bien. Enfin, c'est vrai que pour le coup, c'est aussi pour ça que j'aime ce musée, c'est qu'il est assez... Enfin, en termes d'appropriation de l'espace, je trouve qu'on est très... on y a un respect total des œuvres et en même temps, on est bien... Enfin, il y a assez d'espace, c'est très aéré. Waouh! Le projet précurseur, c'est la première fois qu'une architecture industrielle est réhabilitée pour accueillir un grand musée. On redonne au décor son éclat d'antan en l'adaptant aux nouvelles exigences, comme les rosaces de la voûte, refaites à l'identique, mais munies de dispositifs pour éviter la réverbération sonore et de bouches soufflant l'air conditionné. Bah oui, voilà, effectivement, il faut mettre un petit peu... il faut mettre ça on va dire... c'est pas forcément au goût du jour, mais il faut faire attention donc à l'ambiance générale, parce que déjà ça pouvait être vite la cacophonie et surtout mettre en place tous les moyens pour préserver les œuvres. Ouais, c'était un très très gros chantier, hein,
Puis c'était des problématiques intéressantes hein, avec tout ce qui est industriel. Enfin, c'est toujours les chantiers de musée, c'est toujours intéressant, que ce soit des vieilles bâtisses ou quelque chose d'industriel. Enfin, à chaque fois, ça pose des questions très intéressantes. Les travaux dureront plusieurs années avant que le musée d'Orsay soit inauguré le 1er décembre 86 par Mitterrand. Son directeur est alors donc une directrice, Françoise Cachin. Voilà. Et ouais, Françoise Cachin, effectivement, un nom assez connu dans le monde de l'histoire de l'art. Hein. Assez. Pas mal beaucoup. Hein. Donc le parcours du musée se déploie sur 3 niveaux. Grande séquence thématique par technique. Peinture impressionniste est ainsi regroupée dans une galerie qui s'étire au 5e étage sur toute la longueur du bâtiment côté Seine. Donc là, c'est quasiment toujours, toujours la même chose. On retrouve vraiment l'impressionnisme. C'est toujours, en même temps, c'est là où on vient. Hein. On vient pour ça. Hein. Oui, c'est vrai. L'une des originalités du musée est de rassembler l'ensemble des expressions artistiques d'une période très courte, 1848-1914, mais extrêmement féconde. Donc on a de la peinture, sculpture, architecture, art déco, la photographie. Donc on a vraiment tous ces éléments-là tous ces éléments-là qui en fait se côtoient dans les salles. Alors, l'accrochage permet aussi de redécouvrir des artistes longtemps déconsidérés comme les peintres pompiers. Alors, les peintres pompiers, c'est vrai que c'est un style qui n'était pas super apprécié. D'ailleurs, le terme pompier, il est un petit peu un péjoratif. Donc, voilà, l'idée, c'est pas... c'est vraiment, là, notamment Thomas Couture. Hein, c'est des peintres académiques qui n'étaient pas super... qui ont une réception au XXe siècle moins facile que les peintres comme Van Gogh et compagnie, quoi. C'était vraiment... Il y a un côté péjoratif dans Pompier. Je crois que la référence, c'est par rapport au casque, comme il représentait partout des Romains, le casque, ça faisait casque de pompier. Voilà, de mémoire, c'est ça l'origine. C'est particulier le mouvement pompier en même temps. Ouais. Oui, mais... Oh, je sais pas. C'est à redécouvrir, je pense. Faut qu'on lui laisse sa chance. Ah, il y a des travaux, là. Entre 2009 et 2011, à l'initiative de Guy Caucheval, président de l'établissement public depuis 2008, le musée d'Orsay entreprend la rénovation muséographique et des salles impressionnistes et post-impressionnistes, ainsi que des 4 étages du pavillon Hamon, dédié aux arts décoratifs. Donc là, en fait, il y a eu tout un travail, notamment au niveau de la couleur, des codes couleurs. Donc on est dans... Parce qu'avant, on ne faisait pas forcément attention, on était aussi dans une dynamique soit mur blanc, soit accumulation de tableaux sur une même simèse. À partir des années 2000, on va réfléchir à la manière dont certaines couleurs vont mettre en avant certains tableaux. Et donc notamment, c'est pour ça que vous avez donc parfois des tableaux, des simèses rouges, des simèses bleu son. C'est pour refléter mieux, c'est pour mettre en avant donc certains tableaux. Voilà, donc là par exemple l'impressionniste. Et en plus, on repense l'éclairage. Ça, c'était parfois nécessaire, hein. Voilà. Ces aménagements permettent de mettre en valeur toutes les subtilités chromatiques des tableaux. Voilà, ce que je vous disais un peu plus tôt. Donc c'est vrai que ça fait ressortir, alors que du blanc, le blanc va augmenter la lumière et ça va pas forcément être le plus agréable pour comprendre, pour voir l'art, pour voir les tableaux. Le parcours de visite est à cette occasion revu. Toute la section post-impressionniste allant de Van Gogh et Gauguin au Nabi est ainsi rassemblée au niveau médian dans des salles réaménagées. Donc effectivement, l'idée étant pas de mélanger l'impressionnisme et le post-impressionnisme, donc tout ce qui est, on va dire, à partir que ce soit de Gauguin, Gauguin, les Nabi, Van Gogh, vraiment
on met ensemble l'impressionnisme et ce qui est post-impressionnisme, on le déplace. Et là, voilà. Par contre, le réalisme, c'est vrai que les cimaises rouges mettent bien en avant, en fait, les tableaux. Et donc là, en ce moment, il y a eu, enfin, avant Covid, ils avaient déjà changé un petit peu certains tableaux, notamment ceux de Millet. Ça bougeait un peu de place, ils étaient en train de déménager certaines choses. Donc voilà, les salles Luxembourg. C'est parce qu'en fait, donc voilà, les salles Luxembourg, ça fait référence à l'ancien musée du Luxembourg, à l'origine du collection du musée d'Orsay. Alors en fait, le musée du Luxembourg. Alors, quand on était un artiste, au 19e, voilà, imaginons Millet. Millet, on a deux types de musées à l'époque de Millet. On a le musée du Louvre, où on a tous les chefs-d'œuvre des artistes morts, et on a le musée du Luxembourg. Et le musée du Luxembourg, c'est là où on a toutes les œuvres acceptées dans les expositions, enfin qui vont même être louées par le public, qui vont être acquises par notamment le gouvernement ou autre. Ces œuvres-là sont placées dans le musée du Luxembourg, qui est considéré comme étant le musée des artistes vivants. Donc c'est-à-dire que tout ce qui était au musée d'Orsay, avant qu'il devienne, voilà, avant qu'il arrive, donc tout ça, toutes ces œuvres-là étaient présentées au musée du Luxembourg, du vivant de l'artiste. Mais une fois que l'artiste était mort, elles étaient censées passer au musée du Louvre. Donc c'est pour ça que vous avez quelques œuvres début 19e, notamment tout ce qui est Delacroix. Vous avez tout ça encore au Louvre, parce que le temps des chantiers, on a choisi la date de 1848 pour établir. Donc là, à partir de cette date-là, c'est musée d'Orsay. Tout ce qui est avant 48, c'est encore le musée du Louvre. Mais c'est pour ça que le musée du Luxembourg, à l'origine, c'était pour les artistes vivants. Donc là, c'est la partie centrale avec les sculptures. Donc chaque année, plusieurs millions de visiteurs franchissent les portes du musée d'Orsay. S'offre à eux le magnifique décor de cette ancienne gare qui faillit être détruite. Prélude à un exaltant voyage dans l'une des périodes les plus fertiles de l'histoire de l'art. Ça sent la conclusion, ça. Ça sent la conclusion. Clairement. Ouais, c'est une belle conclusion. Donc effectivement, c'était intéressant de revoir tout ça. J'ai vu quelques photos et même pour vous, peut-être que vous ne les connaissiez pas, donc c'est intéressant de revoir un petit peu cette histoire, parce que l'histoire des musées est toujours super intéressante. C'est toujours voilà, ça dit plein de choses sur comment on pense, l'aménagement, comment on fait de l'architecture ou comment on évite d'en faire. Voilà, on évite. Ça me fait toujours penser à des mastabas, c'est marrant. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a un côté mastaba, donc les mastabas étant en fait des édifices à différents pans qui s'apparentent un petit peu en fait, c'est égyptien. Donc il faut imaginer, c'est vraiment plusieurs éléments les uns sur les autres et qui formaient donc les premiers tombeaux. En parlant de mastaba. Voilà. C'est pour boire un petit coup. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ça va être justement une belle manière de conclure. Merci Faucheuse. Merci, heureusement que tu es là. Donc, on a fait le petit tour, donc qui est transition de ouf, grave. Donc voilà, l'idée c'était de vous faire un petit exemple de ce qui allait avoir sur la chaîne tous les jeudis matins. Donc tous les jeudis matins, quand je streamerai, il y aura cette partie culture, on explorera des expositions virtuelles, on fera de la culture, on visitera des choses comme ça. Et ce soir, nous allons en fait jouer à Reine du Nil. Merci Aesium, merci pour le suivi. Et évidemment, si ça vous a plu, vous pouvez tout à fait suivre cette chaîne pour notamment ne pas louper les prochains lives. Donc, en sachant que je vais streamer tous les lundis, mercredis soir et le jeudi matin. Mais ce soir aussi, je vais streamer parce que c'est le lancement de la chaîne. Et ce soir, donc pour les personnes qui sont
Merci Toutatix Celtic et bienvenue en tant que follower de la chaîne. Donc Toutatix Celtic aime la culture aussi. Donc voilà, si ça vous a plu, vous pouvez tout à fait vous follow à cette chaîne. Et ce soir, on va jouer au jeu de gestion Cléopâtre, Reine du Nil. On va essayer de construire un palais pour César en moins de 3 mois. On va essayer. Hein. Pour suivre, il faut cliquer sur le cœur pour les nouveaux sur Twitch. Ah, merci pour cette petite précision. Donc effectivement, vous pouvez cliquer sur le cœur violet pour follower. Donc évidemment, comme ça vous serez averti des prochains lives. Et sur ce, je vais on va arrêter là. Comme ça, moi je fais une petite pause, hein, parce que je suis depuis ce matin, hein, donc on a fait des pauses régulières. Mais voilà, donc j'ai beaucoup parlé. Donc on va faire une petite pause et on reprendra ce soir aux alentours entre 20h30 et 21h. Voilà, à peu près, je vous donne une fourchette. De toute manière, si vous avez cliqué sur ce petit cœur, si vous suivez la chaîne, vous serez averti du démarrage de mon live. Merci pour ce moment. Bah, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, évidemment, de voir un petit peu des œuvres et des expos virtuelles. Ah, merci Tom Cott. Tom Cott aime la culture. Yes, super. Super. Merci beaucoup. Petit coucou au passage. Ah, coucou. Comment vas-tu? Super intéressant. Ah, je suis contente. C'est cool. Super. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. C'est toujours chaud au cœur. Surtout que c'est le premier jour de la chaîne. Ça me fait super plaisir. Donc, pour les personnes qui sont motivées ce soir, on se retrouve Pharaon Reine du Nil. Et sinon, voilà, dès que je fais un nouveau stream, vous serez alertés. Vous aurez les informations concernant le stream. Et de nouveau, jeudi matin, on est sur de la culture pure et dure. Ah, merci Ludivine. Merci. Allez, sur ce, je vous dis bonne soirée et à très bientôt. À bientôt tout le monde!